Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. En fait, le but du projet, c'était de trouver des solutions qui soient faisables et qui aient un impact significativement positif. Avant d'expliquer le projet plus en détail, quelques éléments de contexte. On est dans un secteur de micro et de très petites entreprises. On est dans un secteur où on doit naviguer entre l'officiel et l'officieux constamment, mais où il y a quand même la présence de grandes organisations. Juste grosso modo, il y a environ 1200 poseurs qui sont enregistrés, environ 550 entreprises. Les gens du milieu estiment qu'il y a environ plutôt 1600 poseurs, puis que le volume de vente des matériaux correspond à potentiellement à 4000 emplois. Il y a entre une douzaine d'entreprises qui emploient plus que 10 poseurs. La plus grosse, c'est 30 sur ces 550 entreprises enregistrées. Les deux grands joueurs majeurs, c'est la CCQ et puis la Régie du bâtiment. Je vais en reparler plus tard. Puis on a deux grands secteurs de travail. C'est tout ce qui est le commercial institutionnel et tout le secteur résidentiel. Puis en général, les poseurs ne travaillent pas dans les deux secteurs, vont privilégier un secteur ou l'autre. Quand on parle de revêtement de sol, il y a trois grands corps de métier qui sont vraiment différents. Tout ce qui est plancher de bois, c'est un corps de métier. Tout ce qui est céramique, terrazzo, c'est un deuxième corps de métier. Puis le revêtement de sol flexible. Sol flexible, c'est les tapis et les résilients. Donc, le lino, le vinyle. Depuis quelques années, la pose du tapis a beaucoup reculé. Ce qui a augmenté, c'est vraiment les résilients. Et c'est un secteur où, de façon étonnante, il y a beaucoup d'évolutions technologiques. Les outils, les équipements, les matériaux ont quand même évolué beaucoup depuis une dizaine d'années. Mais c'est un métier qui demeure difficile et exigeant. Et fondamentalement, c'est un métier qui continue à se faire à genoux. Il y a de la manipulation, puis il y a surtout aussi la manutention qui est à risque. Alors, le grand défi, c'est le maintien des emplois pour la population vieillissante avec le recrutement de nouveaux poseurs. Au niveau méthodologique, on est passé par deux grandes étapes. Une première qui était d'identifier les solutions et les problèmes à explorer, puis une deuxième qui était de commencer à chercher des solutions et développer des solutions concrètes et faisables. Alors, dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est un bilan de la littérature sur les problèmes, sur les différentes solutions proposées. On est allé voir aussi dans les banques de brevets les solutions qui existaient matérielles. Et puis, on a utilisé nos propres données parce qu'on était quand même déjà intervenus dans ce milieu-là, donc nos données d'observation, questionnaires, entrevues. À partir de là, on a élaboré un questionnaire dont une première partie visuelle proposait des solutions, 14, puis une deuxième partie exposait 17 problèmes. Et à partir de là, on demandait aux poseurs pour les solutions d'identifier est-ce qu'ils les avaient déjà essayées, est-ce que c'était à retenir, est-ce que ça avait un potentiel d'amélioration, puis leur priorité à la fin. Pour les problèmes, c'était de situer les problèmes prioritaires, ceux que si on réussissait à améliorer avaient le plus de potentiel d'impact. Et puis, c'est fait dans un cadre d'entrevue collective auquel a participé 15 poseurs, mais le questionnaire était rempli individuellement. Deuxième partie. Là, on avait donc identifié différentes catégories de problèmes qui sont dans le fond dans la deuxième boîte. Et on a formé des groupes de travail qui sont à géométrie variable. On a tous travaillé de façon un peu différente, mais il y a quand même des grandes lignes communes entre chacun. C'était des suites de boucles itératives, c'est-à-dire analyse de l'existant, des rencontres pour préciser les besoins, les difficultés, développement d'idées, de concepts, des prototypes, de la modélisation, puis des étapes de validation avec les poseurs pour arriver à dire est-ce qu'on retient ou on ne retient pas une idée. On a réparti le travail en 4 grandes catégories, c'est-à-dire tout ce qui allège le travail debout, c'est-à-dire les équipements de travail, tout ce qui permet d'alléger la manutention, donc chariot multifonctionnel, renouvellement de la main-d'œuvre, transmission, on est allé du côté de la formation, circulation des savoirs, cohésion, représentation, le web. Donc, les deux premiers sont basés beaucoup sur la partie solution, puis la deuxième sur les problèmes identifiés comme prioritaires. Alors, je commence par les équipements de travail pour diminuer le travail à genoux ou le faciliter. Alors, la première chose qu'on a explorée, c'est le bâton télescopique qui permet d'étaler la colle en position debout. Et il y a eu une étude danoise vraiment intéressante qui a été faite où on a implanté un programme de formation pour facilement certaines techniques pour implanter cette technique-là. Et on a fait un suivi pendant 2 ans pour voir le bilan, ça améliorait la situation musculo-squelettique. Oui, ça diminue un peu les problèmes de dos, mais ça crée d'autres problèmes. Mais ce qui était un peu décevant au bout de 2 ans, c'est de voir que moins de la moitié des gens avaient gardé la technique et qu'il y avait eu très peu de transmission passive, c'est-à-dire d'autres poseurs s'étaient pas mis à utiliser cette technique-là. Et quand on pose la question aux poseurs, parce qu'ils l'ont déjà essayé, ils vous disent, mais le problème, c'est que ça nuit à la qualité du travail. Parce qu'on augmente la distance à une tâche et on n'a plus la perception des défauts
Donc, ça crée un problème important. Ils ne peuvent plus voir quand quelque chose a un petit problème. On a travaillé sur toute une série de solutions, de concepts, puis après un certain temps, on a réalisé que les solutions techniques étaient trop complexes, que ce n'était pas à notre portée, donc on l'a laissé en plan pour l'instant. Après ça, on a travaillé sur le support de poitrine portable. Il y en a plusieurs modèles qui existent. Le premier problème, c'est que c'est inconfortable. Ça, le problème d'inconfort, c'est pas si compliqué à résoudre, mais c'est surtout la hauteur. Dès qu'on rehausse du niveau de plancher pour des gens qui travaillent au sol, on crée beaucoup de problèmes. Ça, c'est pas un problème qui pouvait se résoudre facilement. Il y avait aussi un prototype allemand qu'on avait montré aux poseurs et on s'était dit, ils vont dire c'est des ovnis, personne ne veut l'essayer, mais au contraire, tout le monde voulait l'essayer. Mais on a essayé à plusieurs reprises de contacter les Allemands. On leur a demandé d'avoir un prototype, au moins les plans. Mais le groupe avait été dissous, puis il y a eu beaucoup de brassage là-bas. Et entre-temps, surtout, c'est qu'on a réalisé qu'il y avait un groupe, parce qu'un des membres du groupe de l'équipe est associé, qui allait travailler sur le développement d'un exosquelette, qui est un système de sport, et qui, semble-t-il, est très prometteur et marche très bien. Et là, on est dans le secteur militaire, alors on est dans des lignes majeures côté développement. On s'est dit aussi bien d'attendre, de voir qu'est-ce qui peut être transféré de ces technologies-là. On est allé après ça du côté de l'appui-cuisse. Les problèmes, c'est évidemment l'inconfort. C'est pas compatible avec le type de genouillère porté. Et puis, il y a la hauteur, il y a l'encombrement et différentes difficultés. On a travaillé sur différents prototypes. Le premier, c'est celui que vous voyez en haut qui est rouge. Et puis, au troisième prototype, on est arrivé à quelque chose où les gens ont dit « Hey, c'est vraiment intéressant, ça marche ». C'est bon, il y en a qui voulaient tout de suite qu'on en fabrique pour continuer à les porter, parce qu'il y a quand même beaucoup d'ajustements de détails à régler quand on fait ça. Donc, on sait que ça marche, mais c'est un prototype. Et il y a encore du travail à faire pour le rendre jusqu'à la production. Ensuite de ça, on a exploré une plateforme sur coussin d'air. Évidemment, il existe différents systèmes qui sont sur roulettes, entre autres, puis les problèmes, c'est que c'est pas stable. C'est la hauteur, les roues endommagent facilement le revêtement. Alors, il n'y a personne qui veut... Ils ont tout essayé, mais ça va dans le garde-robe après ça. Alors, ce qu'on essaie de développer, c'est une plateforme avec des coussins d'air. On a même fait fabriquer un prototype en Chine. Et c'est une technologie qui est accessible. Et là, on pense que ça pourrait marcher. Manutention au transport, qui était un gros morceau. Je vous montre ici quelques chariots qui existent. Il y a une multitude de problèmes. Des problèmes de transfert parce qu'on manipule la caisse, parce que le tapis, ça peut arriver en carreau aussi. On manipule aussi des rouleaux. Les rouleaux de vinyle, ça peut être jusqu'à 1000 livres. Donc, il faut transférer constamment ce matériel-là. Le transport, parce qu'on est dans des conditions de transport qui ne sont pas toujours faciles. Il faut sortir des camions aussi de matériel. Ça manque de versatilité. C'est encombrant. Si vous voyez la partie ici, les dévidoirs, parce qu'il faut dévider les rouleaux, il faut dérouler les rouleaux. Ce sont des équipements, certains c'est très encombrants, on ne peut pratiquement pas circuler à moins d'avoir beaucoup d'espace pour ça. Donc, la manœuvrabilité est un enjeu majeur et les roues abîment les revêtements, mais aussi les dévidoirs que vous voyez, les petits dévidoirs, ça peut aussi abîmer un peu le matériel directement. Donc, il y a tout un ensemble de problèmes. Puis le défi, c'est d'arriver à faire un équipement qui est versatile, qui est transformable, qui est manœuvrable, puis qui a un dévidoir intégré. Et qu'on puisse avoir un seul équipement qui fasse tout et qui soit utilisable dans des conditions variées, en gros. Alors, on a travaillé sur un ensemble de concepts. Si on regarde un petit peu en bas, éventuellement, on voulait un chariot qui puisse amener les rouleaux avec une roue de support parce que c'est très lourd. Donc, les diables que vous avez vus tantôt, s'il n'y a pas de roue arrière, c'est pénible. Qui puisse être transformable en chariot 4 roues avec une poignée levable et qui puisse en même temps servir, le deuxième que vous voyez, c'est avec les 2 rouleaux, c'est dévidoir. Donc, sur le plancher, finalement, les poseurs disaient oui, on préfère un dévidoir au sol qu'en hauteur pour un certain nombre de raisons. Donc, on sait qu'on peut l'améliorer. Je vous dirais, honnêtement, avec le recul, que si c'était à refaire, on travaillerait quand même autrement. Parce qu'on est passé assez vite à l'étape modélisation, puis on a travaillé beaucoup sur la CAO. Et dans ce type de produit-là, il est préférable de développer des prototypes intermédiaires, quitte à ce qu'ils soient bancal, quitte à ce que ce soit quelque chose de très simple, pour travailler à partir de quelque chose de matériel. Parce que quand on a essayé de construire le prototype à partir de là, on a eu un prototype qui n'était pas vraiment fonctionnel. Donc, on aurait dû travailler beaucoup plus par des prototypes intermédiaires
et pas aller aussi vite, aussi gros, ou travailler à partir d'un chariot qui était le plus intéressant, puis essayer de voir comment on peut le modifier. Mais on reste convaincu que oui, on peut améliorer de façon importante cet équipement-là. Formation, s'il y a 3 points d'interrogation, j'aurais pu en mettre un peu plus, c'est parce qu'au départ, on s'est demandé est-ce qu'il va être possible de faire quelque chose? Parce que le problème, il est important. Les enjeux, bien, il y a 4 enjeux importants. C'est le contenu lui-même, les conditions d'apprentissage, on est dans des métiers manuels, la rétention des gens et puis la reconnaissance, qui est un problème qui revient constamment. Le peu de reconnaissance qu'ont les gens de leurs compétences. Par exemple, pour être enseignant pour la pose de revêtement, il faut avoir un bac en pédagogie de 4 ans à l'université. Et à l'heure actuelle, c'est comme plus important d'avoir une formation en pédagogie que de savoir poser du revêtement. Il y a l'École des métiers qui a les problèmes de budget. Bien, les budgets, c'est fondé sur le nombre d'inscrits. Alors, ce qui arrive après ça, et le taux de rétention est très bas des diplômés, ça devient un peu secondaire. Il y a la CCQ, le syndicat de la Régie du bâtiment. Bien, vous pouvez avoir une carte de compagnon professionnelle. C'est par groupe de 2000 heures. Donc, au total, pour avoir votre pleine carte, c'est 6000 heures dûment enregistrées de travail professionnel dans une entreprise de pause. Mais la Régie du bâtiment n'a pas des critères très clairs pour attribuer un permis d'entreprise. Donc, là, une problématique à ce niveau-là. Les fabricants qui interviennent beaucoup en formation, ils font beaucoup de formation eux-mêmes. Et puis les détaillants qui, eux, jouent un rôle important parce que c'est eux qui donnent les jobs. On a aussi, et avant de passer au contexte, bien, on s'est dit, c'est sûr que nous, on ne peut pas amener de solution pour dire, bien, faites telle chose de telle façon, ça va marcher. On est dans une problématique systémique. Puis on s'est dit, la prochaine étape, c'est vraiment un forum pour voir est-ce que les gens peuvent se mettre ensemble et décider de par où ils vont commencer, quel premier fil ils vont tirer, parce qu'on peut arriver à mettre tous les intervenants ensemble pour poser l'ensemble du problème. On est aussi dans un contexte social nord-américain. Ici, je voudrais montrer 2 tableaux. Le premier, ça vient de Statistique Canada, puis c'est l'évolution de la formation dans différents domaines sur une période de 10 ans. Alors, vous voyez qu'il y a des domaines comme la mécanique, maintenance, tout ce secteur-là, il y a une perte d'emploi issue des métiers d'à peu près 36 000. Vous pouvez voir une croissance fulgurante des diplômes universitaires en gestion. Marketing et services associés, c'est de plus 134 000. Dans la construction, il y a une diminution, mais ce n'est pas très catastrophique, une perte de 5 000. Mais à la grandeur du Canada, c'est quand même pas trop terrible. En santé, bien, vous pouvez voir où va la croissance et où va la décroissance. Et vous pouvez voir qu'il y a un déséquilibre assez important. Pourquoi je montre cette diapo-là? Parce que le discours social à l'heure actuelle, et nous, on l'entend continuellement dans ces milieux-là, je vous dirais qu'on s'est accaparé du terme savoir. On parle d'une société de savoir. On s'est accaparé du terme savoir. On l'a vidé d'une partie de sa substance pour dire le savoir, c'est l'université, la formation académique. Et on se plaint beaucoup dans les milieux de dire on n'a pas de reconnaissance de nos savoirs, de nos compétences, de nos connaissances. Quand on regarde un poseur, pour devenir à peu près bon et se débrouiller, c'est facilement un 5 ans, plus la formation de base professionnelle. Donc, ça prend quand même beaucoup d'heures avant d'être à peu près bon, et il n'y a pas de reconnaissance de ça. Deuxième résultat que je voulais vous montrer, il y a environ à l'heure actuelle 70% des emplois dans le secteur privé, là j'exclus le public, sont des entreprises en bas de 100 employés. La petite entreprise, on la situe à 50 et moins. La moyenne, c'est 50 à 250. 95% des entreprises emploient moins de 50 travailleurs, donc, et de la petite entreprise. C'est 48% dans le secteur privé. Dans la construction, c'est plus de 80% des emplois, c'est de la petite entreprise. Dans la construction, c'est 73% des entreprises, là, c'est l'ensemble de la construction, c'est moins de 10 personnes. Donc, 73%, c'est de la très petite entreprise. Et la petite et la très petite entreprise, bien, c'est là où il y a le plus de croissance dans l'emploi depuis 10 ans. C'est de l'ordre de 55 et 40%. Alors, c'est un secteur d'emploi qui est très important. Je rajoutais que quand vous avez une petite entreprise ou une micro-entreprise, vous n'avez pas les moyens de vous embaucher un gestionnaire, ni d'avoir une ressource en SST spécialisée. Alors, si j'en arrive au 4e point, vous comprendrez pourquoi on est allé aussi vers le site Web. Alors, nos objectifs, c'était de mettre le savoir des poseurs en circulation entre eux, mais aussi en espérant qu'ils puissent percoler à l'extérieur. C'est de favoriser les échanges et puis d'améliorer la représentation et la compréhension du métier et de créer quelque chose qui puisse aider à la solidarité dans le milieu, à sa cohérence. On a développé différentes rubriques, les outils, les ressources. Les ressources, c'est que les poseurs ont souvent
font beaucoup d'ajustements, d'adaptation de leurs équipements. Donc, quelles sont les ressources, les ateliers, là où ils peuvent faire des changements de roue, ces choses-là. Donc, c'est un partage des ressources, échange. C'est par exemple les achats collectifs, mais c'est aussi la remise en circulation de certains équipements, éventuellement, qui vont plus utiliser, les demandes, des portraits et un lexique. Le lexique, c'est à la demande des poseurs pour nous nouveaux arrivants de dire on veut avoir un vocabulaire qu'on puisse transmettre aussi du métier. Alors, je vais juste vous donner un exemple de rubrique, les outils, qui a quand même été un assez bon casse-tête parce que si on regarde juste les tapis, il y a 171 outils juste pour ôter les revêtements. Il y en a 146. Les couteaux, vous avez 10 fabricants, 3 distributeurs majeurs. Et le défi, c'est évidemment d'organiser les informations, d'avoir des repères d'évaluation, puis d'essayer d'identifier qu'est-ce qu'il faut prendre en compte quand on choisit un équipement, dans le but que cette information-là aussi recircule dans les commentaires puis dans les échanges et qu'elle remonte jusqu'au fabricant. Alors, je vous donne juste un exemple ici de travail qui s'est fait. Bon, si on prend la lame, la première lame, qui est la lame 4 faces pour tapis, bon, on essaie de vraiment aller chercher les caractéristiques principales. Et je voudrais peut-être juste montrer un élément parce que finalement, c'est une organisation de ce que les gens savent sur les équipements. Si je prends les lames en pointe, la lame blanche, bien, les gens disent, ça, c'est préférable en apprentissage parce que ça casse plus facilement, puis ça évite de trop forcer. Donc, en termes de sécurité, on a avantage à utiliser cette lame-là qui casse plus facilement parce qu'on va moins se blesser. C'est quand même pas évident de penser qu'il y a quelque chose qui casse plus facilement et plus sécuritaire. Et c'est ce type de savoir-là qui est vraiment intéressant d'aller chercher. Donc aussi, ça permet aux gens qui ne passent pas par tous les processus de formation d'aller chercher l'information de base sur ce qu'ils devraient regarder. Je vous donne un exemple. Ça, c'est une première catégorie de couteaux, ce qu'on appelle le couteau à tapis à lame, parce qu'il y a d'autres classes de couteaux. Le travail qu'on fait, c'est tout un travail qu'on fait avec les poseurs, qui est de classification des différents modèles. Alors, il y en a 3, ce qu'on appelle le modèle de base, celui qui a la crête qui empêche le pouce de glisser, puis la lame en haut renforcée qui est recouverte, donc on ne peut pas se couper. On ne travaille pas de la même façon, donc on ne peut pas l'utiliser dans les mêmes conditions, mais les risques sont différents. Donc, il y a beaucoup d'éléments d'information que les poseurs vont donner sur la sécurité, mais ils vont toujours les associer aussi au travail. Ils vont dire, oui, mais tu ne peux pas renverser ton couteau, oui, mais tu ne peux pas faire ça. Alors, si on prend, par exemple, l'angulation qui est au milieu, bien, ils vont dire, bien, ça, c'est intéressant quand il y a l'angulation pour ce type de lame puis de couteau, mais parce qu'on ne frotte pas les jointives, mais par contre, ça change l'angle de la force par rapport à la lame, puis il peut y avoir des problèmes. Donc, on essaie de montrer dans la deuxième partie, bon, d'analyser qu'est-ce qui peut varier. Bon, c'est la forme, ça peut être comment on peut choisir, qu'est-ce qu'on doit regarder. Des aspects qui sont plus aussi reliés au travail, comme les changements de lame, qui sont souvent des choses importantes dans le travail. Et ça, c'est juste introductif, mais après ça, quand on a classé les couteaux en fonction des fabricants par catégorie semblable. Puis pour être capable de dire, bien, ça ressemble à ça et les caractéristiques. Alors, c'est vraiment une organisation de savoir qui peut aider les gens après ça à commenter aussi et à échanger. Je pense que ce serait intéressant qu'on prenne mieux en compte les besoins des TPE et de la très petite entreprise. On ne peut pas intervenir dans la TPE de la même façon qu'avec la moyenne ou la grande. Nos outils ne marchent pas. Nos connaissances ne sont pas les mêmes. Nos approches ne sont pas fonctionnelles. Et vous avez vu, c'est un secteur d'emploi extrêmement important. Il serait temps qu'on essaye de vraiment se pencher sur ce secteur-là. Merci beaucoup.